Ces dernières semaines ont donné lieu à un véritable cirque médiatique. La presse du système a fait une démonstration de manipulation pour faire taire la voix des Français et maintenir cette caste au pouvoir. Depuis 10 ans, TVL vous accompagne avec un seul objectif, vous donner les clés pour décider. Sur la crise du Covid-19, je ne retirerai pas une seule ligne. Sur la guerre en Ukraine, pas une seule virgule. Et aujourd'hui encore, pour s'élever contre les chiens de guerre, pour respecter vos libertés, TVL est à vos côtés. Mais il nous faut encore amplifier votre voix, car l'année qui s'annonce est un point de bascule. C'est maintenant qu'il faut peser pour qu'ils doivent plier. Alors aidez TV Liberté et participez activement à cette mission. Je compte sur vous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Alors nous sommes une semaine après le second tour des élections législatives et la gouvernance de la France est en suspens. Sans majorité à l'Assemblée nationale, aucune force politique ne semble pouvoir s'imposer. Immobilisme ou chaos, à quoi sommes-nous condamnés? Nos institutions sont-elles encore adaptées à la situation? C'est ce que nous allons voir. Mais avant toute chose, comme chaque semaine, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Aussi, pensez bien sûr à la relayer, comme on dit en bon français. Pensez aussi à cliquer sur le fameux pouce en l'air. Ça vous prend une seconde et c'est extrêmement important. Et puis si ce n'est pas déjà fait, vérifiez que vous êtes toujours abonné à la chaîne officielle de TVL en cliquant sur la petite cloche et les notifications. C'est parti, à tout de suite. Et à mes côtés pour cette émission, Philippe Prigent. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris, normalien, diplômé de l'IEP de Paris. Vous êtes également spécialiste des recours au Conseil d'État et vous êtes également l'avocat du président des Républicains, Éric Ciotti. Vous nous direz si on peut toujours l'appeler comme ça, le président des Républicains. On vous a beaucoup entendu également, et c'est important de le rappeler, lors de la crise du Covid-19, la crise sanitaire, où vous étiez à compter parmi les grands défenseurs des libertés individuelles. Alors pour commencer, Philippe Prigent, aujourd'hui, est-ce que vous considérez que la situation politique de la France est compatible ou incompatible avec un mode de gouvernement efficace? Alors, compatible avec un mode de gouvernement efficace, oui, mais ça dépend pour qui on vote. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a eu un choix fait par les Français, assez relativement net, disant qu'ils souhaitent collectivement, parce qu'il y a eu une alliance de second tour, avoir une alliance allant du nouveau parti anticapitaliste, des milices d'extrême gauche, enfin, les gens qui trouvent que Jean-Luc Mélenchon est quand même gravement de droite, jusqu'à Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, en passant par Sandrine Rousseau, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, André Glucksmann, enfin le PS. Les Français, collectivement, ont eu un choix à faire et on peut présenter les choses de mille et une manières, mais lorsqu'on dit voter pour machin afin de faire barrage à l'autre, c'est une alliance de second tour. On a d'ailleurs connu ça dans l'histoire de France à nombreuses reprises. On a connu ça sous la Ve République. Raymond Barre battu dit il faut appel à voter Chirac. Chirac battu en 81, appel à voter Giscard. Balladur battu en 95. Appel à voter Chirac. Philippe de Villiers battu, appel à voter Sarkozy. Enfin, on a eu... Enfin, là, ça restait plutôt endogame. Mais c'est endogame. C'est-à-dire que si on part du principe que les gens ont les mêmes votes ensemble, enfin si on dit aux gens, vous votez ensemble, vous faites alliance ensemble pour battre un adversaire, c'est que vous l'assumez ou vous ne l'assumez pas, mais c'est qu'en fait, vous êtes d'accord sur l'essentiel. Il ne faut pas se moquer des gens. On ne peut pas dire je suis allié de cette personne et je suis en désaccord avec elle. C'est que le désaccord est une plaisanterie. Vous ne pouvez pas dire cette personne doit absolument être élue et je vais même aller voter pour elle, mais c'est pas une alliance. Alors je vais grossir le trait, mais par exemple, c'est un spectacle que de voir des dissensions entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ?
Dans une large mesure, c'est un spectacle. Regardons les faits. Je ne parle pas des déclarations. Si on écoute les déclarations des politiques, dans beaucoup de cas, ça n'a pas de sens. J'ai une notion que j'aime beaucoup qui existe en matière économique, qui est ce qu'on appelle les préférences révélées. On vous demande, on vous dit, on voit comment vous comportez. Il y a la façon dont vous parlez, vos discours, mais il y a ce que vous faites. Je vais prendre un exemple caricatural. Si vous dites que vous êtes végane et que vous parlez beaucoup de véganisme, mais que au moins 2 fois par jour vous mangez de la viande, et que vous parlez de véganisme, c'est que vous n'êtes pas végane. C'est pas grave d'ailleurs, vous tenez des discours véganes, mais ça veut dire que vous n'êtes pas végane. C'est pas grave, hein. Moi je mange fréquemment de la viande, c'est pas du tout une critique. Donc si vous dites, moi je suis largement en désaccord avec le Parti communiste, mais j'appelle à voter pour le Parti communiste afin de faire élire le Parti communiste, et que le Parti communiste appartienne au groupe Ensemble qui va devenir la première force politique du Parlement, c'est que vous n'êtes visiblement pas vraiment en désaccord profond avec le Parti communiste. Il faut arrêter de se moquer du monde. On a eu ça d'ailleurs à de nombreuses reprises. On avait ça sous la 4ème République. C'était extrêmement fréquent. Parce que cette histoire de front républicain qu'on a vu, c'est pas une nouveauté. Le front républicain a existé en 1951 de l'essentiel des forces pour faire barrage au général de Gaulle, parce que de Gaulle c'est le fascisme, tout ça. On a eu ça en 1965. En 1965, il y a eu une alliance de second tour et dans une bonne partie de premier tour allant des communistes aux gens qui disaient centristes libéraux, Jean Le Canuet. Bon, donc d'un côté de cette alliance, mais qui a fait campagne contre le général de Gaulle pour faire barrage à la xénophobie, au fascisme, tout ça, vous aviez le Parti communiste avec des gens qui étaient des staliniens, revendiqués, admirateurs de Staline, pourquoi pas d'ailleurs, hein, des trotskistes, bon, qui trouvaient que Staline était un peu mou dans la Révolution mondiale, donc que Trotsky c'était quand même mieux, François Mitterrand, René Bousquet, ainsi de suite, et à l'autre bout de l'alliance, Jean Le Canuet, qui a appelé à voter contre le général de Gaulle. Donc, et Jean Le Canuet, qui était une sorte d'Édouard Philippe de l'époque, enfin, dans les idées générales. Donc, ces gens-là, en 1965, étaient alliés contre le général de Gaulle. Ces gens-là, en 1951, ils ont créé cette chose qui s'appelait la Troisième Force, avec cet aphorisme extraordinaire du premier président du Conseil, président Queuille, qui disait « La politique ne consiste pas à résoudre les problèmes, mais à faire taire ceux qui les posent ». C'était d'ailleurs assez applicable à notre époque. Oui, on peut le conserver, oui. Exactement, mais fondamentalement, ces gens-là ne sont pas vraiment très largement en désaccord. On va prendre des idées concrètes. Et je trouve que c'est très bien que ces gens aient voté ensemble. Là-dessus, le président Macron avait dit qu'il voulait une clarification. Beaucoup lui ont reproché un manque de clarification là-dessus. Et je ne suis pas un fan du président Macron, mais il a effectivement clarifié les choses en montrant que pour l'essentiel, après il y a des distinctions à droite à gauche, mais pour l'essentiel, il y a une unité de vue qui va de Jean-Luc Mélenchon à Édouard Philippe. Pour faire quoi ? Plus d'endettement. On a eu Emmanuel Macron, c'est 1000 milliards de dettes en 7 ans. On n'a jamais vu une augmentation aussi rapide de la dette en période de paix. Hein. La Première Guerre mondiale, ça avait augmenté vite. Enfin, mais il répond qu'il a eu des crises à affronter inédites. Le Covid, la guerre. J'en doute pas, mais ça a commencé avant. Ça a continué après. Et le Covid, ça aurait peut-être pu être géré autrement. Hein. Donc, à un moment, il y a une unité profonde de vue qui est l'augmentation profonde de la dette. Sous des degrés divers, vous avez cette idée, cette croyance que c'est une bonne solution qui va de Jean-Luc Mélenchon à Édouard Philippe. Est-ce qu'on a vu à un seul moment Édouard Philippe voter contre le budget ? Non. Est-ce que vous avez jamais vu à aucun moment Jean-Luc Mélenchon dire la dette est trop élevée, il faudrait faire attention à ne pas trop s'endetter ? Non. Donc sur lui, il dit qu'il ne faut pas la rembourser. Exactement. Mais sur l'endettement, mais les autres aussi, ils disent qu'il ne faut pas le rembourser. Les autres disent qu'il faut imprimer de l'argent magique, augmenter les impôts. Mais ça revient au même. Donc, augmentation de la dette, augmentation des impôts. Les impôts sont plus élevés aujourd'hui que quand il y avait des ministres bolcheviques au gouvernement. C'est intéressant, on peut trouver ça bien, mais on part du PIB. La pression fiscale est plus élevée avec Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et compagnie au gouvernement que quand vous avez un communiste stalinien revendiqué au gouvernement en 1983. On peut trouver ça bien ou mal, mais visiblement, il y a une unité de vue vers l'augmentation de la fiscalité. Il y a une unité de vue dans la, on va dire, mansuétude. Je ne vais pas employer des termes polémiques parce que ça n'aide pas à examiner les choses. Mais il y a une unité de vue dans la mansuétude envers la délinquance. Aujourd'hui, par exemple, un viol est requalifié en agression sexuelle et vous ne faites pas vraiment de prison ferme. Bon, ça, là-dessus, il y a un consensus qui va de Gérald Darmanin à Sandrine Rousseau, à Éric Dupond-Moretti, ainsi de suite. Les gens vont peut-être vous faire des discours et ainsi de suite, mais il n'y a jamais de loi pour changer les choses et surtout, il n'y a pas d'instruction au procureur de faire autrement et nous validons le fonctionnement actuel de la magistrature. C'est les gens qui ont été élus
sont d'accord sur ça. Ils vont vous faire des grands discours, mais en pratique, quand est-ce que vous avez-vous entendu Sandrine Rousseau expliquer qu'il faudrait mettre les gens 10 ans ou 20 ans en prison? Jamais. Et ça vaut pour le trafic de drogue, pour le proxénétisme, pour le viol. Aujourd'hui, même les meurtres, lorsque la personne ne meurt pas, les meurtres sont correctionnalisés. J'ai appris récemment, grâce à des magistrats qui me disent on a des meurtres, ils ne sont pas vraiment correctionnalisés. On sait, il y a quelqu'un, je vous donne une histoire comme ça, on lui avait tiré à la tête, quelqu'un vous tire à la tête, vous dites quand même, il est allé chercher une arme. Il a tiré à la tête de l'autre a fait près d'1 an dans un hôpital. La question de l'homicide se pose. À mon avis, d'ailleurs, la question est vite répondue. Sauf que, réponse judiciaire, non, on va traiter ça comme des coups et blessures. Ah oui. Et avec un gouvernement Macron, où il y a Gérald Darmanin, par exemple, et cette analyse de Gérald Darmanin, qui fondamentalement valide ce genre de choses, se retrouve aussi à la jeune garde, c'est ce fichier S qui explique qu'il faut mettre une balle dans la tête de ses opposants. D'ailleurs, il s'appelle Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, il considère probablement que c'est pas un appel au meurtre, puisque d'ailleurs les procureurs considèrent que c'est pas vraiment un meurtre de mettre une balle dans la tête de quelqu'un, donc il y a une cohérence. Je parlerai même pas de l'immigration, où les gens sont à peu près d'accord sur l'essentiel. Je parlerai même pas de l'importance de ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire en fait le gouvernement des juges, le fait que nous vivons dans un système mixte, démocratique pour les détails, oligarchique pour l'essentiel, pour les questions importantes. Est-ce que vous voyez Jean-Luc Mélenchon remettre en cause le pouvoir de faire et défaire les lois des hautes juridictions? À aucun moment. Est-ce que vous voyez les communistes remettre en cause le pouvoir oligarchique des hauts magistrats de faire et défaire les lois ou les règlements? Non, ils sont d'accord. Donc là-dessus, évidemment, il y a des divergences à l'intérieur. Mais de toute façon, si on cherche, on trouvera toujours des divergences. Si vous alliez chercher au Rassemblement national, vous trouveriez des divergences entre celui-ci qui pense ça, celui-ci qui pense autre chose. On trouve toujours des divergences à l'intérieur d'une alliance. La question est de savoir si les gens sont d'accord sur l'essentiel. Et la question de savoir s'ils sont d'accord sur l'essentiel, c'est s'ils votent les uns pour les autres. On l'a vu, par exemple, il y a eu cette alliance entre les Républicains loyaux au président Ciotti et au statut, et de l'autre, le Rassemblement national. Il y avait des divergences de vues sur tel et tel point, et on pourrait trouver, sur tel et tel point de fiscalité, tel et tel point d'aide sociale, il y a une divergence entre un tel au Rassemblement national qui a Hénin Beaumont et le président Ciotti. Sauf que si on vous disait ils ne sont pas alliés, si, ils sont alliés, visiblement ils se présentent aux élections ensemble, donc ils sont alliés. Et là-dessus, notre système politique a abouti à un système. Alors, c'est pas qu'il est inefficace, parce qu'en fait, ils peuvent continuer à gouverner ensemble. Je vais caricaturer un tout petit peu, mais désolé, c'est la réalité. En 7 ans, ou même en 17 ans, est-ce que vous avez vu des vrais changements importants sur l'immigration? Non. Sécurité? Non. État de droit, c'est-à-dire en fait gouvernement des juges? Non. Endettement? Non. Impôts? Non. Rien ne change. À peu près. Donc là, pas plus que davantage. On a eu un débat, c'est quand même très intéressant. Je ne dis pas que ce n'était pas intéressant, c'était révélateur, ça posait des questions, mais le seul débat politique qu'on ait eu, c'est un peu la loi travail, c'est-à-dire le barème Macron. C'est ça qui a changé. Sinon, là, quasiment rien changé à toute cette histoire de on va faire un code du travail par entreprise, ainsi de suite. Ça n'a rien donné du tout. Déjà parce que c'est beaucoup trop compliqué à négocier, il ne se passe rien. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un barème Macron qui permet maintenant, dans une assez large mesure, il y a des exceptions, dans une assez large mesure, de virer les gens en sachant à peu près combien ça va vous coûter et ils ne peuvent pas demander plus. Ça, c'est un changement. Bon, ce n'est pas non plus une révolution exceptionnelle dans le droit du travail. Enfin, je veux dire, c'est ça. En 17 ans, je n'ai pas eu l'impression que ça a été un changement immense. Et on pourrait monter au-delà de 17 ans. Donc on a eu ce changement-là. Bon, pas grand-chose. Et on a eu cette réforme des retraites disant vous allez partir en retraite un petit peu plus tard. Un peu plus tard. Ça a eu un effet, ça change 2 ans sur la retraite, mais on en est dans un pays où ça veut dire qu'en réalité, quand les changements, c'est ça, mais c'est qu'il n'y a pas de véritable changement. C'est pas ce sont des évolutions à l'intérieur d'un même cadre, de gens qui sont à peu près d'accord sur l'essentiel. Quand votre seul point de désaccord avec quelqu'un est partir en retraite 2 ans plus tôt ou 2 ans plus tard, et barème Macron ou pas barème Macron, je suis désolé, ça veut dire que vous êtes d'accord sur les 95-99% du reste, pourquoi pas d'ailleurs, mais que vous appartenez à un groupe qui est relativement cohérent. Et d'ailleurs, notre système est tellement maintenant piloté en réalité par les hautes juridictions. Les gens disent de l'Europe, pas tellement l'Union européenne qui prend les décisions, ce sont les juges qui prennent les décisions. Je
Cour de justice de l'Union européenne, Cour européenne des droits de l'homme, Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y a une annexe du Conseil d'État qui décide ce qu'on doit faire, Conseil d'État et Cour de cassation. Ce sont eux qui prennent l'essentiel des décisions juridiques dans ce pays. Bon, quel que soit le gouvernement, la politique judiciaire et juridictionnelle sera la même. Les grandes décisions, les grands choix sont de toute façon effectués par ces 5 juridictions-là, qui continueront à gouverner comme elles le font depuis un bon moment. Dans les détails, ça ne changera pas grand-chose. Que vous mettiez Marine Tondelier, Gérald Darmanin, Fabien Roussel du Parti communiste, ou Édouard Philippe au gouvernement, ça ne changera pas grand-chose en réalité. En vrai, on sait très bien que ça ne va pas changer énormément. Il y aura un peu plus ou moins de « est-ce qu'on vous taxe tout de suite ?» qui est la méthode, on va dire, plus la tendance France insoumise. Paradoxalement, lui a l'air plus de vouloir rembourser la dette puisqu'il veut moins l'augmenter. Parce qu'on vous taxe beaucoup, on vous endette un peu moins. Mais l'idée, c'est qu'on va vous taxer tout de suite, beaucoup, on va continuer un peu à s'endetter. Et la méthode Macron, Édouard Philippe, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, non, on va plutôt vous taxer un petit peu plus, mais pas tant que ça, et on va surtout augmenter la dette, c'est-à-dire les impôts que vous allez payer demain. Mais en fait, c'est pas une différence de dépenses publiques. C'est une différence de est-ce qu'on va plutôt vous prendre l'argent plus maintenant et plus tard, mais de façon un peu égalisée, avec des impôts, ou est-ce qu'on va plutôt vous prendre un peu d'argent maintenant, mais beaucoup plus tard? C'est pas véritablement différent. Et là-dessus, est-ce que c'est un gouvernement efficace? En réalité, ça peut tout à fait fonctionner parce que les juridictions peuvent prendre leurs décisions. Le Trésor public peut continuer à émettre des obligations. On a une procédure de déficit excessif lancée par l'Union européenne, mais enfin, en clair, la Banque centrale européenne continue à dire « Ok, on peut acheter les obligations françaises », du moins pour l'instant. Donc en fait, on continue à imprimer de l'argent magique pour payer les dépenses. Ça ne change pas énormément. Tout à l'heure, vous m'avez dit que Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait faire une clarification, que cette clarification avait lieu. Finalement, c'est une clarification de façade. Je pense pas. Je pense que c'est très bon, et là-dessus, je lui suis très reconnaissant. Un peu comme les élections. Non, mais enfin, il y a eu 2 crises. D'ailleurs, le Fonds républicain, c'est pas une nouveauté. Le Fonds républicain, qui est maintenant employé contre le Rassemblement national, a été créé contre les gaullistes. Donc ça a été créé à la base sous la 4e République et tenté au début de la 5e République comme un moyen d'éloigner le parti qui était considéré le plus patriote, qui est d'ailleurs régulièrement décrit comme nationaliste, fasciste et ainsi de suite. Et on peut se dire, ouais, c'est ridicule, mais bon, il y a des gens qui ont expliqué De Gaulle, c'est le fascisme aussi. Hein. Et la campagne présidentielle de 65, ça a été, il faut voter pour le candidat qui a reçu la francisque des mains du maréchal Pétain pour lutter contre le nazisme du général De Gaulle. Hein. Ça a été ça, 65. Et les électeurs de centre-droit, je me mets vraiment entre guillemets, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais de Jean Le Canuet, qui disait que c'était des libéraux progressistes européens, ont voté pour le bonhomme qui avait reçu la francisque contre le général de Gaulle en s'alliant aux staliniens. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si vous regardez les représentations même de l'époque, la couleur qui est attribuée au RN, qui est une sorte de bleu marine très foncé, grosso modo, hein, sur les segments, c'était la couleur qui a été attribuée au RPF, ou à l'UDR, l'Union de défense de la République, ou l'UD 5e, pour décrire le parti qui est le plus patriote, nationaliste, on emploie le terme qu'on veut. Mais là-dessus, il y a eu une vraie clarification, mais c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient, parmi les électeurs, hein, qu'il y avait quand même une différence importante, enfin, il y avait une incompatibilité entre le macronisme et leur NUPES 2.0, nouveau Front populaire. Bon, on a vu que non, on a vu beaucoup de désistements, y compris pour faire élire des candidats de la France insoumise. On a eu, c'est très révélateur, et je ne lui reproche pas d'ailleurs, Édouard Philippe qui nous a dit en son âme et conscience, et je trouve que c'est très bien qu'il l'ait dit, qu'effectivement, lui-même, en tant qu'homme de droite, centriste, libéral, préférait voter pour les bolcheviks. C'est bien. Non mais au moins il est sincère et honnête sur ce qu'il pense. Pendant longtemps, il y a des gens qui sans doute d'ailleurs ne le savaient pas. On va voir ce que ça donnait dans les années qui viennent. Et là-dessus, c'est pour ça que le président Macron avait dit que c'était une clarification. Je pense que c'est une vraie clarification. Ça envoie de la lumière et la lumière va rester pendant plusieurs années. J'espère qu'elle restera longtemps d'ailleurs. C'est qu'on a vu, et c'est très bien d'ailleurs que des gens, quand quelqu'un dit en France, il y a des exceptions bien sûr individuelles, mais quand quelqu'un dit en France qu'il est un centriste libéral européen favorable à l'état de droit, ça veut dire qu'il préfère élire des fichiers S et des bolcheviks, et qu'au fond, c'est avec eux qu'il a des valeurs communes. Et c'est bien, il faut que les électeurs le sachent, parce qu'il y a des électeurs, je pense, qui n'étaient pas forcément au courant. J'ai croisé des gens qui étaient surpris.
Il y a des gens qui m'ont dit, tiens, quand même, Gérald Darmanin est réélu par la France insoumise. Je veux dire, il y a tout le monde voit bien qu'il y a une alliance. Elisabeth Borne aussi, notamment. Exactement. Même, je pense que c'est bon, quand je dis que c'est une clarification qui est bénéfique pour tout le monde. Alors, c'est la clarification de quoi? Du système, de ce qui est finalement difficile à définir, en fait. C'est une clarification. De ceux qui se partagent le pouvoir. C'est une clarification autour des véritables points de désaccord, c'est-à-dire des vrais points où on sent que ça casse. C'est pour ou contre le patriotisme. C'est la même clarification. Pour la France, alors? Oui. Je dirais pas la France, je dirais le patriotisme, parce que la France, ce serait mon sentiment personnel, mais ce serait déjà un peu un jugement, si je puis me permettre. Je trouve que c'est très bien parce que c'est la même clarification qu'en 65. On a eu la même chose en 1965, la même clarification qu'en 1951, qui était la crise de la 4e République. Au fond, c'est ça le critère, c'est est-ce qu'on croit que la France est encore un pays qui compte pour quelque chose et qui peut avoir une sorte de fierté d'elle-même, peut-être d'ailleurs excessive par moment, j'en suis parfaitement conscient. Ça peut aller avec une forme d'arrogance, de trop grande confiance en soi. Mais fondamentalement, ce pays dure depuis 1500 ans et on peut être fier de nous-mêmes et on n'a pas de raison de demander pardon et s'excuser. Il faudrait éviter de se retrouver complètement dominé par on dit les marchés financiers, parce que les gens disent les marchés financiers, ce n'est pas les marchés financiers, c'est la BCE. Il faudrait éviter d'être contrôlé par des institutions extérieures. Il faut éviter, quand on parle d'état de droit, en simplifiant à outrance, l'opinion générale qui doit prévaloir dans le Rassemblement national et ses alliés est la formule du général de Gaulle. En France, la Cour suprême, c'est le peuple. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le peuple français est le souverain dans ce pays. Donc, quand il veut quelque chose, on le fait. Et donc, quand il vote pour une certaine politique, on applique les lois que le peuple souhaite. Et à l'inverse, un camp qui va du nouveau parti anticapitaliste jusqu'à Laurent Wauquiez, qui considère qu'il faut garder des verrous oligarchiques, parce que va quand même pas laisser les gens voter pour faire des choses, c'est pas possible. Enfin, ils sont trop cons, quoi. Enfin, ils sont trop cons, trop fachos. Mais c'est la même façon de dire le peuple ne doit pas être le souverain. Et là-dessus, vous avez une vraie et ça va avec les questions de sécurité et d'immigration, parce qu'effectivement, les questions d'immigration consistent à changer le peuple massivement. Si on considère que le peuple ne sera plus le même s'il a changé. Quand on est quelque part entre Bruno Retailleau, Gérard Larcher et les fichiers S de la Jeune Garde, on considère que ce n'est pas un problème s'il y a un changement massif de population et que la France devient par endroits une république un peu particulière. Enfin, il y a des endroits dans des grandes villes, autour de Paris, où on ne sent pas forcément en France... Voilà, enfin, c'est une autre France, c'est la même France au sens juridique, mais pas au sens culturel. Et à l'inverse, en simplifiant un tout petit peu, si vous prenez de Éric Ciotti jusqu'à Reconquête, évidemment l'énorme morceau au milieu qui est le Rassemblement national, les gens considèrent en substance, je ne vais pas rentrer dans le détail des programmes, mais en substance que la France devrait quand même plutôt rester la France et que même ceux qui viennent devraient se comporter à la française. Bien sûr. Là-dessus, il y a un vrai désaccord. Et les Français, cette fois-ci, ont tranché en faveur de l'alliance allant du NPA à Laurent Wauquiez. Vous avez parlé à plusieurs reprises du général de Gaulle. Évidemment, c'est de lui qu'on hérite la constitution de la Ve République. Il y a quelques semaines, je recevais à votre place Henri Guénaud. Je l'ai interrogé justement sur ces institutions et cette difficulté de rentrer dans les institutions sans pervertir quelque part les outils qui sont en la possession du président de la République. Les grands pouvoirs que confère la Constitution au chef de l'État doivent être utilisés avec discernement. Ce que peu ou prou ont fait ses prédécesseurs, pouvaient avoir de mauvaises politiques, mais personne ne s'est dit « je vais faire tout ce que j'ai le droit de faire, sans limite, et sans me préoccuper de savoir si j'ai le consentement des gens ou pas ». Là, et ça, c'est plus le cas avec Emmanuel Macron aujourd'hui ? Non, c'est plus le cas. Alors pour Henri Guénaud, le discernement d'Emmanuel Macron dans l'exercice de ses fonctions, ça se discute. Alors là-dessus, et ça me fait pas plaisir parce que j'aime à titre personnel beaucoup Henri Guénaud et j'aime pas être en désaccord avec lui, mais je trouve qu'il est trop sévère et injuste vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un révélateur de clarté, et je vais dire, Emmanuel Macron, il va dire un peu de ma génération, il y en a 6 ans d'écart, et il montre des choses que des gens peut-être de génération plus ancienne ont du mal à voir, qui est cette
unité au fond de vue entre des gens qui font semblant d'être en désaccord, mais qui sont d'accord. Il n'est pas irresponsable. Il met les politiques, et donc indirectement les Français, face à leurs responsabilités. Quand des gens qui sont à la France insoumise, par exemple, qui vous disent que les questions sociales, tout ça c'est très important, votent pour Elisabeth Borne ou Gérald Darmanin, ce qui, si on les écoutait, n'aurait aucun sens. Je veux dire, vu tout ce qu'ils nous ont sorti pendant des années, ça n'a pas de sens, en théorie. Ou à l'inverse, que des Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, Édouard Philippe et ainsi de suite, Gérald Darmanin, appellent à voter dans le cas d'une grande coalition pour des insoumis ou des communistes. Ça veut dire que, en prétendant être en désaccord, ces gens nous mentent. C'est pas vrai. Et en plus, et je vais aller un cran plus loin, à ce stade, pour le moment, peut-être que ça changera, mais à ce stade, leurs électeurs sont quand même plutôt d'accord, parce que personne n'a forcé les électeurs. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête d'un électeur qui dit qu'il est de centre-droit, qui va voter pour un communiste. Je n'arrive pas à comprendre son raisonnement. Voilà. Ou à l'inverse, pour quelqu'un qui dit que la réforme des retraites et le barème Macron, c'est horrible, et qui va voter pour les gens qui ont mis en place ces règles. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe précisément, le cheminement intellectuel dans son cerveau. Pas forcément. En revanche, visiblement, ce cheminement intellectuel est effectué puisque les gens votent dans ce sens-là. Oui, massif. Et massivement. On l'a vu au second tour. C'est-à-dire que visiblement, il y a une vraie convergence de vues. Et là-dessus, la lettre qu'a envoyée Emmanuel Macron il y a 2 jours ou 3 jours, quelque chose comme ça, disant, bon, maintenant que les gens ont voté pour ça, il appartient aux forces politiques qui ont élu un front républicain de s'entendre pour gouverner ensemble. Mais je trouve ça normal et je trouve ça souhaitable. Enfin, ces gens-là ont été élus ensemble. Et ils osent quand même nous sortir, juste après avoir été élus, dans une coalition face à un adversaire clair qui en plus est arrivé en tête au premier tour, qui représente la première force politique cohérente du pays. Il y a un geste de côté les quelques divers à droite à gauche qu'on n'arrive pas à classer, mais grosso modo, le RN et ses alliés, c'est à peu près 38% au second tour. Et l'alliance du NPA à Laurent Wauquiez, c'est presque 60%. Bon, donc les gens ont voté pour ça. Ces forces politiques se sont désistées les unes des autres pour se faire élire, en appelant en plus à voter en faveur de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, on aurait pu imaginer des désistements sans consigne de vote. Mais enfin là, entre le premier et le second tour, les consignes de vote étaient immanquables. Enfin, tout le monde a compris pourquoi il fallait voter. Enfin, que Gabriel Attal a dit qu'il faut faire barrage au Rassemblement national, de la même manière que Jean Le Canuet avait dit qu'il fallait faire barrage au général de Gaulle. Enfin, tout ça a été extrêmement clair. Si je peux me permettre de vous interrompre, entre Gabriel Attal, les politiques qui ont invité à voter massivement pour ce front républicain, il y a aussi les médias qui se sont totalement investis dans cette bataille contre le Rassemblement national. Et vous rappeliez tout à l'heure, à raison, le passé sulfureux du désormais député Raphaël Arnaud et ses fiches S. On n'en a pas énormément parlé dans les médias, tandis que les prétendues brebis galeuses, etc. du RN, alors là, on en a profité allègrement. Ça aussi, c'est un problème, peut-être. Alors, c'est un problème, pour être tout à fait complet. Ce qui est un problème, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire que, et là-dessus, ça a été jugé par la CEDH avec très souvent, ils racontent n'importe quoi et puis de temps en temps, ils disent des choses sensées. Comme disent les Britanniques, même une horloge cassée a raison 2 fois par jour. Oui. Ce qui serait souhaitable, c'est d'avoir soit un système où tous les médias sont astreints à une obligation, tous les médias régulés, hein, évidemment, TVL n'est pas concerné, par exemple, ou le média, à l'inverse, à gauche, n'est pas concerné, parce que vous n'utilisez pas une fréquence d'émission publique. Mais dès lors qu'il s'agit d'une fréquence avec un droit d'émission garanti par l'État, si moi, demain, je commence à parasiter le BFM TV en émettant sur leur fréquence, je vais recevoir un courrier d'avocat très rapidement et je vais être convoqué par le procureur, à juste titre, hein, c'est la loi. Mais on pourrait imaginer un système où tous les médias sont impartiaux. Et pourquoi pas? Non mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est un concept... avec de l'IA alors? Avec ce qu'avait dit par exemple le Conseil d'État, il y a un arrêt qu'ils avaient rendu, en l'occurrence c'était au sujet de CNews, mais ils n'ont pas dit spécifiquement CNews est en faute. On pourrait imaginer un système en disant, on prend tous les médias et on donne à chaque tendance, courant politique au sens large, un poids dans les médias, y compris parmi les journalistes, les présentateurs, les invités, les chroniqueurs, un poids égal à son poids dans l'électorat.
Donc là, par exemple, il faudrait qu'il y ait environ... Ouais, c'est pas impartial, dans ce cas-là, c'est Ce serait représentatif. ça pourrait, exactement, on peut avoir complètement impartial, ça va être difficile, on peut avoir représentatif. Donc là, par exemple, il faudrait qu'il y ait 38% de gens qui aillent de Éric Ciotti à Éric Zemmour, en passant par le Rassemblement national sur France Inter et BFM TV. Donc vous commencez par un plan social, hein, pas clair. Non mais pourquoi pas ? On pourrait imaginer des médias qui soient largement... soit complètement impartiaux, sans jamais prendre la parole en faveur d'un ou d'un autre. Là, visiblement, nos médias en sont incapables. On aurait pu imaginer ça. C'est pas le cas. Enfin, il suffit d'écouter. Vous écoutez Benjamin Duhamel sur BFM TV. Personne n'a de doute sur ce que vote Benjamin Duhamel ou Nathalie Saint-Cric. C'est pas grave d'ailleurs, hein, mais ils sont à peu près aussi transparents que si moi je vous disais j'ai pas de conviction politique. Ça fait rigoler tout le monde. Donc, on pourrait avoir quelque chose de complètement impartial. C'est pas le cas. On pourrait avoir quelque chose où les camps politiques sont représentés à hauteur de leur poids dans la population, en disant c'est comme pour tout le reste, nous sommes en démocratie, donc on répartit un homme, une voix, on est tous égaux devant la loi, donc on répartit les fréquences, le temps de parole sur chaque fréquence publique à hauteur des camps, ou bien on pourrait imaginer des véritables chaînes d'opinion. Pourquoi pas, mais à ce moment-là, il y a un énorme problème de répartition, parce que les chaînes d'opinion en réalité en France, tout le service public est extrêmement marqué politiquement. BFM TV est très marqué politiquement. TF1 très marqué politiquement. Toutes ces chaînes, en réalité, font effectivement, vous le dites très bien, de la propagande massive. Et là où ça devient choquant, c'est qu'ils font de la propagande massive en ayant les principaux canaux. En face, en fait, dans les deux, la radio et la chaîne de télévision qui respectent de très loin le plus le pluralisme, et ça se voit dans les invitations, c'est Europe 1 et CNews. C'est les seuls qui ont un souci du pluralisme. C'est ceux qui sont le plus ciblés. Hein. Mais oui, mais ils sont ciblés, mais avec des déclarations, et notamment une qui avait été de Julia Cagé, ça m'embête de lui taper dessus parce que c'est une camarade d'école, mais qui avait expliqué, vous vous rendez compte, c'est scandaleux. Les gens qui sont à droite d'Emmanuel, enfin des LR, ont 30-35% du temps de parole sur Europe 1 et CNews. C'est-à-dire que c'est leur score électoral, en fait, donc c'est un peu normal. Et moi, je suis avocat généralement d'entreprise, personne n'a jamais été surpris parce que, tiens, j'ai 35% des actions, j'ai 35% des droits de vote. Ah oui, ça paraît normal, tu vois, enfin, t'as rien inventé de particulièrement original, lapin. Là-dessus, ce qui est très frappant dans le paysage médiatique est que ces gens ont tellement l'impression que, grosso modo, l'appareil d'État et les moyens publics leur appartiennent pour faire campagne, que l'idée même de donner à leurs adversaires un temps de parole proportionnel à leur poids dans la population, ce qui n'est pas être partisan, c'est juste normal, c'est juste normal, leur paraît extraordinairement choquant. C'est vraiment, on est dans la situation, ce qui concerne les temps de parole et la couleur politique des journalistes des médias régulés, donc médias de la TNT essentiellement. On est dans une situation où quelqu'un vous dirait « c'est scandaleux, ce type a acheté 35% des actions et maintenant il va avoir 35% des droits de vote. C'est dingue, qu'est-ce qui se passe ?» Vous faites ça dans n'importe quelle entreprise, les gens rigolent. Ou dans une association, les gens rigolent. Bah oui, s'il y a 35% des membres de l'association qui soutiennent ta politique, quand on fait un congrès, tu as 35% de soutien. Bien sûr. Quand on a parlé là, de l'investissement journalistique, j'allais dire, dans la cause du Front républicain, quand il s'est agi également de traiter la question d'Éric Ciotti à la présidence des LR, on a vu aussi un certain parti pris. J'aimerais tout de suite revenir au 13 juin. C'est le moment où Éric Ciotti décide de retourner à son bureau alors que certains cadres du parti veulent lui retirer la présidence. On regarde ça. Racontez-nous, l'idée là, c'est d'y aller avec la force ? Il n'y a pas de force, je vais à mon boulot. Je suis président de parti. Le coup de force, c'est ceux qui ne respectent pas les statuts. Mais vous avez été exclu hier ? Mais il n'y a pas eu de bureau politique hier. C'est une réunion de personnes qui se sont réunies elles-mêmes hors de tout cadre. Et d'ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris, en ce moment même, est saisi par référé pour contester la validité de cette décision qui n'a aucun sens. Ça veut dire quoi, monsieur Ciotti ? Juridiquement, aujourd'hui, vous êtes toujours président et vous allez à votre bureau comme si de rien n'était ? Mais bien sûr. Alors aujourd'hui, il est toujours président, Éric Ciotti, des Alors Républicains ? oui, d'ailleurs, ça a été avoué, jugé et rejugé. Vous citez très bien le 13 juin. Il y a eu une audience le lendemain, à 11h. Et le lendemain, donc le 14 juin, et là, l'avocat de François-Xavier Bellamy et Annie Genevard, qui est la tête de file du Poupouch, sont venus expliquer qu'effectivement, il n'avait pas été exclu le 12 juin, mais qu'il avait été exclu le 14 juin à 8h15. Juste avant, là.
Juste avant, exactement. Alors en plus avec une vision un peu particulière de non, mais on lui a permis de faire valoir ses observations. Il y a une règle en droit français, et c'est aussi prévu par les statuts des Républicains, avant de sanctionner quelqu'un, vous devez lui permettre de faire valoir ses observations. C'est un peu l'idée de on va réfléchir avant et tirer ensuite. Bon. Et là, ils lui ont dit il a pu faire valoir ses observations puisqu'il lui a envoyé un mail à 22h17 alors qu'il était dans l'avion pour le lendemain à 8h15, sachant que son avocat, moi, avait fait une nuit blanche la veille pour préparer le référé. Donc, effectivement, c'était une farce, et d'ailleurs, le tribunal l'a jugé en substance. Ce qui était très intéressant, c'est de se dire, on a eu cette séquence, et après, les avocats de Mme Genevard et M. Bellamy ont avoué en justice, il y avait en plus la presse derrière, qu'effectivement, ils avaient menti, ils ne l'avaient pas exclu le 12 juin, il n'avait jamais été exclu le 12 juin. Donc ça veut dire qu'on a eu 48 heures de battage médiatique d'un mensonge avoué, qui avoue. C'est-à-dire qu'il y a pas, je veux bien parfois qu'on ait un débat, on dit il faut qu'on regarde les pièces. Enfin bon, quand le bonhomme vient et qu'il avoue, à un moment c'est comme en pénal, vous arrivez, vous dites oui c'est vrai, je suis trafiquant de drogue. Après vous êtes condamné pour trafic de drogue. À un moment, quoi que vous disiez, étant donné que vous avez avoué, c'est plié, quoi. Donc ils ont avoué et revendiqué qu'ils ne l'avaient pas exclu le 12 juin. Bon, d'accord. Quand même, on a eu donc 48 heures de mensonges, avec effectivement des menaces même physiques à son égard qui sont inacceptables. Enfin, en politique, on peut avoir même parfois la langue bien pendue. Je reconnais que moi, parfois, j'ai des propos probablement un peu ironiques, mais enfin, j'ai jamais eu l'idée de lever la main sur un opposant politique. Là, il y avait eu des menaces physiques contre lui, notamment la veille, qui est absolument inacceptable. Enfin, dans un pays normal, les policiers qui étaient juste à côté seraient intervenus parce que le ministre de l'Intérieur leur aurait dit non, mais on ne va pas menacer un élu de la République juste à côté en plus du... Enfin, déjà, on va menacer personne, et puis un élu de la République encore moins, et puis juste à côté du Parlement, c'est inacceptable. Et bon, comme on est une république bananière, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Et ce qui est très intéressant, donc ça a été rejugé le 14 juin, c'est qu'effectivement, vous ne l'avez pas exclu du tout. C'est complètement irrégulier pour plein de raisons. Le tribunal en a retenu plusieurs, et puis au bout d'un moment, c'est 1, 2, 3, ok, bon, allez hop, on a exclusion suspendue. Ils ont retenté de l'exclure, avec en plus, en faisant appel à les meilleurs cabinets d'affaires de Paris, enfin, en tout cas l'un des plus chers. Bon, je me demande qui a payé les honoraires. Bon. C'est un cabinet très marqué près d'Emmanuel Macron, extraordinairement compétent, très très bon. Mais bon, pas tant que ça, visiblement. Ils étaient une douzaine au total à l'audience et tout. Non, si, ils sont vraiment très très bons. Ils ont perdu. C'est juste qu'au bout d'un moment, vous êtes excellent, mais le dossier est pourri. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi. Au bout d'un moment, si vous défendez Émile Louis, vous avez beau être une star. À la base, c'est maître, regardez le dossier aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop sévère forcément face aux avocats, parce qu'au bout d'un moment, il y a aussi le contenu du dossier. Donc là, le contenu du dossier... Éric Dupond-Moretti valide ce Exactement. Mais non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a eu... Alors, donc ils ont tenté de réexclure une troisième fois, et le tribunal a dit non mais hors de question, allez-vous-en. Ça a été jugé le 27 juin. Et alors, à chaque fois, des manœuvres de plus en plus choquantes. C'est-à-dire qu'il y a eu des menaces de violence. Et ensuite, ça a été jugé d'ailleurs par le tribunal, les deux fois, surtout la deuxième, des faux constats d'huissier. C'est-à-dire que pour dire « nous avons un quorum », la règle c'est qu'il faut un quorum. C'est un peu comme pour les motions de censure. Pour censurer le gouvernement, il faut avoir plus de la moitié des députés. Si vous n'avez pas plus de la moitié des députés, il n'y a pas de motion de censure. Et vous pouvez sortir ce que vous voulez sur « je n'aime pas le gouvernement, il est méchant, il aurait dû, ceci, cela ». Désolé, c'est des maths et du droit, donc on est au degré zéro de la sensibilité, mais on est là pour faire un métier sérieux et un peu austère, même très austère. Et pour convoquer un bureau politique aux Républicains, potentiellement exclure le président. Pour potentiellement exclure le président, qui d'ailleurs ne relève même pas des pouvoirs du bureau politique, parce que ça non plus, ça ne tenait pas la route, mais enfin bon, c'était d'amateurisme jusqu'au bout. Il faut avoir au minimum un quart des conseillers nationaux qui font la demande. C'est un peu comme pour les députés, si vous voulez censurer le gouvernement, il faut plus de la moitié. Et vous ne pouvez pas dire oui, mais bon, en même temps, en esprit, c'est intéressant, tu comprends, dans une perspective dynamique de je ne sais pas quoi, vous avez le compte ou vous n'avez pas le compte. Les deux fois, et encore plus la deuxième, vous avez un faux constat d'huissier, mensonger. Un constat d'huissier est un mensonge. Dit il y a des demandes, il y a le bon compte de demande, il y a à peu près 700... Ça, c'est une infraction, ça, de faire du faux? C'est même plus qu'une infraction. Vous avez raison, c'est une infraction. Un faux en écriture publique par un officier ministériel, c'est un crime. C'est 15 ans de réclusion criminelle, minimum 1 an. Et le fait de le produire en justice, c'est une escroquerie. Alors, une escroquerie en bande organisée. Enfin, je sais pas, ils sont tellement désorganisés que c'est peut-être pas une bande organisée tellement ils sont baltringues. Donc ils arriveront peut-être à faire tomber la circonstance aggravante. Mais il y a une escroquerie en bande organisée quelque part. Et en plus, le fait d'obtenir, à supposer que ce soit même simplement un témoignage de l'huissier, il y a subornation de témoins et complicité de faux témoignages. Là encore, je peux comprendre que la passion politique mène à des excès, mais
Il y a quelqu'un qui a demandé la rédaction de ce constat d'huissier. C'est pas rédigé tout seul. Il y a quelqu'un qui a dit à l'huissier, il faut écrire ça et ça, parce que visiblement l'huissier a recopié ce qu'on lui a demandé de mettre. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un, moi je pense vraisemblablement que ce sont les demandeurs qui l'ont fait, Annie Genevard au moins, qui a demandé la commission d'un crime et d'un grave délit pour pouvoir essayer de gagner un procès face à un adversaire politique. Ces gens-là font des choses extrêmement graves. Il y a une raison pour laquelle le faux en écriture publique, c'est 15 ans de réclusion criminelle. On n'a pas mis cette règle de façon absurde, et il y a une bonne raison pour laquelle elle est en vigueur depuis des siècles, d'une façon ou d'une autre. Avant, à une époque, c'était la peine de mort, aujourd'hui, on n'est plus babacool, mais enfin 15 ans, donc c'est quand même sérieux. Les pratiques qui ont été mises en œuvre sont gravissimes, et là-dessus, on ne va pas me faire croire que c'est l'avocat qui a fait ça, j'y crois pas une seconde. C'est le client qui a fait ça. Et les clients, on a leur nom parce qu'ils sont sur la liste. Il y a Annie Genevard, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Gérard Larcher, Daniel Fasquelle et encore un autre dont j'ai oublié le nom. Ces gens-là ont demandé la production d'un constat d'huissier mensonger en connaissance de cause pour gagner un procès. Dans un pays normal, ils auraient été mis en examen. C'est ce qui aurait dû se passer. Et dans un pays normal, ils ont intérêt à payer beaucoup d'honoraires à un cabinet très bon pour échapper à la prison. Mais ce qu'ils ont fait est gravissime. On ne peut pas aller dans un procès avec un faux constat d'huissier. Je fais des procès toute ma vie, depuis longtemps. Quelqu'un a reconnu que ce constat d'huissier était faux. Le juge. Donc ça, c'est écrit dans le jugé, jugement. c'est plié. C'est écrit dans le Et jugement. il n'y a pas de conséquences après. Alors, je ne sais pas, je ne serais pas étonné, il n'a pas à m'en informer, mais je ne serais pas étonné que le tribunal, enfin les 3 magistrats, aient signalé l'affaire au procureur de la République. Simplement, ils n'ont pas à m'en informer, et c'est la règle, le code les oblige à informer. Bon, vraisemblablement, ils l'ont fait. Ils n'ont pas à me le dire, ça c'est encore tout à fait normal. Oui, parce que ce ne serait pas Éric Ciotti le demandeur finalement. Ah non, c'est clairement la victime. Oui. Et en l'occurrence, alors il est la victime, et en plus vous avez tout à fait raison, lorsqu'on produit un faux constat d'huissier et qu'on tente une escroquerie au jugement et une subornation de témoins, évidemment qu'on porte atteinte à l'autorité de l'État, parce que la justice, c'est un démembrement, mais la justice fait partie de l'État. J'ai fait beaucoup de procès, y compris avec des enjeux financiers très importants. J'étais encore jamais tombé sur quelqu'un qui soit dingue au point de fournir des faux en écriture publique. Les escroqueries au jugement, ça arrive de temps en temps, c'est quand même très rare. Et même quand il y a beaucoup d'argent en jeu, je ne dis pas que tous les chefs d'entreprise sont forcément des petits saints et tout, mais dans l'ensemble, quand vous dites au bonhomme c'est un faux, l'immense majorité des gens, non mais même s'il y a 100 millions d'euros à gagner, je ne vais pas produire des faux en justice. Enfin, vous voyez, les gens normaux se disent, tant pis, je perdrai peut-être, mais je ne vais pas faire ça. Là, non seulement les tentatives d'exclusion étaient complètement infondées, elles ont été rejetées à juste titre par la justice, mais ce que je trouve encore beaucoup plus grave et très révélateur sur les mœurs des putschistes, c'est de se dire on ne va pas s'arrêter avant le faux et avant l'escroquerie. Alors on savait, on va dire, qu'au sens politique et moral, c'était déjà des escrocs, mais maintenant, on se pose vraiment la question au sens pénal. J'aimerais à présent quand même qu'on arrive à comprendre, parce que finalement, des députés ont suivi Éric Ciotti, ils ont été élus, d'autres n'ont pas suivi Éric Ciotti, ils ont, pour certains aussi été élus. C'est le cas de Laurent Wauquiez, que vous avez cité tout à l'heure. Il a été élu cette fois président du groupe LR de l'Assemblée nationale, qui ne s'appelle plus LR, mais qui s'appelle désormais la droite républicaine. On va l'écouter tout de suite et vous allez nous dire ce qu'il faut en penser. Aujourd'hui, nous sommes tous très lucides. La droite républicaine n'est pas encore en mesure d'incarner cette offre. Et pour cela, nous devons tout rebâtir et tout reconstruire. Et c'est ce à quoi nous allons nous employer pour mettre en œuvre une nouvelle offre politique d'une droite indépendante. Ce travail de reconstruction commence aujourd'hui en posant la première fondation avec la création d'un nouveau groupe politique qui s'appellera la droite républicaine. Bon, alors ce besoin de changer de nom, évidemment, alors c'est vrai que les LR n'avaient pas le vent en poupe, qu'il était peut-être nécessaire sur le plan politique de changer de nom, mais peut-être aussi que c'était sur le plan juridique qu'il était nécessaire de changer de nom. Sur le plan juridique, il y a un vrai problème à dire. Nous sommes les Républicains, alors qu'aucune de ces personnes n'était investie régulièrement. Ils disent qu'ils ont été élus, investis par les Républicains, c'est un mensonge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui figuraient derrière Laurent Wauquiez au Palais Bourbon, qui ont été élus députés récemment, l'ont probablement été avec une étiquette, j'imagine, LR sur l'affiche. À laquelle ils n'avaient pas droit.
Ce qui pose la question de savoir est-ce que c'est de la contrefaçon, parce que c'est une marque déposée, protégée. Bah, vraisemblablement, c'est de la contrefaçon. Est-ce que c'est une manœuvre frauduleuse pour se faire élire? Parce qu'évidemment, le logo compte, tout à fait normal, hein, y compris moi, je vote en fonction des logos, hein, c'est pas du tout une critique. Bah oui, c'est un problème, parce que vous utilisez un logo d'un parti qui ne vous a pas investi régulièrement. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le logo, c'est une manœuvre frauduleuse. Et comme à chaque fois que vous obtenez de l'argent, enfin d'obtenir des suffrages, vous obtenez de l'argent. C'est tout à fait normal, c'est la loi pour éviter la corruption, effectivement. Il y a un financement public des partis politiques, qui est une très bonne chose. Mais ce financement public fait que lorsque vous vous présentez avec une fausse qualité ou une manœuvre frauduleuse pour obtenir des suffrages, d'être élu ou de ne pas être élu, mais en tout cas d'obtenir suffisamment de suffrages, vous obtenez de l'argent. Et ça veut dire que cet argent qui est obtenu et payé par l'État a été obtenu par des gens qui ont usé d'une fausse qualité ou d'une manœuvre frauduleuse en prétendant qu'ils étaient régulièrement investis, ce qui n'était pas le cas. Obtenir de l'argent plus ou tenter d'obtenir de l'argent plus manœuvre frauduleuse ou fausse qualité, c'est la définition du délit d'escroquerie. Là encore, on se posera la question de la bande organisée, vu la bande de clowns que c'est. Sauf que, effectivement, ça pose un vrai problème de savoir... Enfin, moi, vraiment, j'arrive pas à comprendre pourquoi tous ces gens-là ne sont pas en garde à vue. Enfin, je veux dire, dans un pays normal, ils seraient en garde à vue. C'est une farce et c'est ridicule pour notre pays. Vous parlez des instigateurs, j'allais dire, parce que les députés qui ont été élus, je crois qu'ils n'ont pas vraiment eu le choix. Ils ont fait même les comme députés, on leur disait de faire. Alors, il y a mon opinion personnelle, c'est qu'on ne peut pas prétendre devenir député et dire « je ne m'intéresse pas aux questions légales ». Parce que je suis désolé, le Parlement, c'est le pouvoir législatif, tout le monde le sait dans ce pays, modulo 2-3 petits pouvoirs à droite à gauche, de nature quasi exécutive ou judiciaire, mais grosso modo, c'est le pouvoir législatif. Vous ne pouvez pas dire « je veux voter la loi », voire dans certains cas, je vote la loi depuis des années ou des décennies, et je n'ai aucune notion juridique. Surtout qu'en fait, ils savent forcément ce qu'ils font, parce que ils peuvent faire appel à des avocats, je suis désolé, c'est pas compliqué d'en trouver. Vous ouvrez l'annuaire, il y a 2-3 bons hommes. On est quand même 70 000 dans ce pays, donc vous pouvez en trouver. Et en plus, ils ont pu faire appel 2 fois à des avocats. La deuxième fois, ils ont fait appel à un des meilleurs cabinets d'avocats de France. Je pense que c'est probablement le 2e ou le 3e. Je mettrai celui où j'ai été formé en premier par loyauté et pour souvenir. Mais fondamentalement, ils avaient des gens extrêmement compétents pour les conseiller, donc ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Il faut arrêter de se moquer du monde, dire « j'ai absolument aucune idée ». Non. Et en plus, en droit pénal, et ça a été jugé depuis des siècles, l'ignorance de la loi n'est pas une raison pour se soustraire à la loi. Il y a une vieille règle qui est « nul n'est censé ignorer la loi », c'est ça. Nul n'est censé ignorer la loi, ça ne veut pas dire de fait tout le monde la connaît, mais vous ne pouvez pas dire « je ne savais pas » pour échapper à votre responsabilité. Exactement. Ah non, je ne savais pas que le proxénétisme aggravé était interdit, je ne m'étais pas renseigné. Écoute, mon lapin, ça t'apprendra, si t'es trop stupide, tu iras faire un tour en prison, tu pourras lire le code pénal. Mais les conséquences de ce qu'on vient de voir, c'est que ces élections pourraient être annulées ? Alors, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect certaines élections pourraient être annulées, mais la jurisprudence fait que ça dépend de l'écart de voix. Donc ça dépendra du cas par cas, ça dépend si les candidats battus font un recours. Parfois, vous avez des gens, et je les comprends tout à fait, qui sont découragés. Et le délai de recours est très bref. Il se terminera lundi. Donc il faut faire valoir le bon moyen dans ce délai. Donc j'ignore ce que feront les candidats battus. Et il se trouve que je connais pas tous. Et il faut qu'ils pensent aux moyens. Il faut qu'ils aient envie de le faire. C'est quand même c'est vraiment démoralisant, je pense. Je connais des gens qui ont été battus à des élections, cette fois-ci, les fois précédentes. Pour le moral, ça peut être vraiment pénible. Mais le plus grave n'est pas ça. Enfin, oui, il pourrait y avoir des élections annulées. Mais le plus grave, c'est qu'il y a des gens qui ont prétendu qu'ils étaient investis alors qu'ils ne l'étaient pas. Et puis surtout, ceux qu'on a prétendu ne plus être investis ou ne plus être à la régulière, c'est ceux qui semblent, au regard du droit, l'être. Alors, pour être tout à fait complet, et là-dessus, les LR loyalistes autour du président Ciotti ont été très prudents, je pense qu'ils ont eu raison. Les investitures chez les Républicains sont décidées par le Conseil national. Le bureau politique propose c'est en 3 étapes. Le bureau politique propose une commission nationale d'investiture qui est validée par le Conseil national. Ensuite, la commission nationale des investitures propose des investitures et ces investitures sont validées par le Conseil national. Ici, à aucun moment, le Conseil national n'est intervenu. Et en plus, ce bureau politique s'était réuni de façon irrégulière avec leur putsch. Donc tout ça a été fait complètement au mépris des statuts. Vous faites ça dans une entreprise, par exemple. Vous dites, non mais j'ai réussi, là j'ai fait des investissements et ainsi de suite. Le conseil d'administration a validé ceci, cela. Le conseil d'administration, déjà, c'est pas à lui de le faire. En plus, il n'a rien validé. L'Assemblée générale des actionnaires n'a rien validé. Vous allez dans n'importe quelle
entreprise, société commerciale, l'équivalent de ça est annulé sans hésitation. Et c'est d'ailleurs vrai, y compris pour une association de joueurs de pétanque ou de passionnés de planche à voile. C'est la même chose. C'est-à-dire, attendez, vous avez absolument violé les statuts, ça n'a aucune valeur. Là où ça pose un énorme problème, donc c'est ceux qui ont prétendu être investis régulièrement par le parti Les Républicains, ce qui n'a pas été le cas du président Ciotti et de ses autres candidats, justement parce qu'il y avait ce problème contre lequel nous avons essayé de lutter en disant attendez, il y a un problème. Exactement, mais ils ont eu raison, parce que il y a la loi s'applique à tout le monde. Ils pouvaient dire qu'ils étaient adhérents Les Républicains, ça c'est vrai. D'ailleurs, ils l'étaient quasiment tous, mais là, ce n'était pas le sujet. C'est-à-dire que la question de savoir si les investitures ont été régulières, les investitures sont irrégulières et ça donne lieu à des vraies questions pénales sérieuses contre des gens qui ont prétendu qu'ils étaient investis alors qu'ils ne l'étaient pas. Et alors, vous mentionniez tout à l'heure que... il faut peut-être distinguer les indicateurs des autres. Alors moi, je suis désolé, la loi, c'est la même pour tout le monde. Je ne savais pas, donc je ne suis pas condamné. Désolé, mais ça ne va pas être possible. En revanche, il y en a pour lesquels cette défense n'est pas seulement fausse, mais ridicule, qui sont par exemple Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez est conseiller d'État. Je veux dire, alors, le niveau du Conseil d'État laisse parfois à désirer du point de vue juridique récemment. C'est d'ailleurs un des problèmes auxquels il faudrait s'attaquer. Mais vous ne pouvez pas dire je suis conseiller d'État et j'ai absolument aucune notion de droit. C'est-à-dire, à un moment, il faut arrêter de se moquer du monde. C'est-à-dire que vous arrivez, vous dites que... c'est comme si Olivier Véran disait qu'il n'avait aucune notion de médecine. Il n'en a peut-être aucune d'ailleurs, c'est un autre sujet. Mais vous voyez ce que je veux dire? S'il dit, non mais en vrai, il a quand même des notions. Olivier Véran, je pense que c'était une catastrophe pour ce pays, et c'est un nul. Néanmoins, il sait reconnaître, distinguer la rate du foie, parce qu'il est médecin. Et donc s'il vous dit j'avais absolument aucune idée, j'ai la rate, le foie, les pieds, voilà, j'ai un peu confondu, j'avais pas de notion, on lui dirait écoute Olivier, pas à nous et pas toi. Et là, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens parmi les élus républicains qui étaient anciens magistrats, même magistrats administratifs ou avocats. Et quand ils vous disent si jamais ils sortaient, j'avais aucune notion, je me rendais pas compte, j'ai pas pu ouvrir les statuts. Enfin, les statuts et le règlement intérieur des Républicains, c'est 20 pages. Hein, et c'est écrit en gros et très espacé. Donc si vous n'êtes pas capable de lire 20 pages du statut et du règlement intérieur du parti auquel vous appartenez depuis 20 ans, surtout au moment de faire un putsch. Surtout au moment de faire un putsch, c'est que vous vous moquez du monde. Ou alors soit vous vous moquez du monde, soit, ce que m'avait dit mon premier patron de façon d'être un peu sévère, il y a un moment où les gens sont tellement abrutis qu'ils méritent d'aller en prison. Alors j'aimerais qu'on ferme cette parenthèse sur les Républicains, sur Éric Ciotti et votre camarade Laurent Wauquiez, qu'on revienne à la situation du pays. On l'a dit tout à l'heure, un bloc qui a réussi à se réunir pour finalement gagner les élections. Toujours est-il qu'on est presque une semaine après ces élections et qu'il n'y a toujours pas de nouveau gouvernement à la tête de ce pays. Est-ce qu'il y a des obligations pour le président de la République de choisir tel ou tel Premier ministre? Parce qu'on a vu une partie de la gauche, et juste avant que vous puissiez me répondre, on va écouter tout de suite un ancien député, Rachel Keke. On a vu une partie de la gauche expliquer qu'il revenait, ce poste de Premier ministre, à la France insoumise. On l'écoute. Moi, je pense qu'il y a eu un accord quand ils ont voulu créer le nouveau Front populaire et que celui qui avait la majorité des députés, le Premier ministre, pouvait venir de ce groupe-là parlementaire. Donc, je pense qu'il est temps que Emmanuel Macron appelle le nouveau Front populaire pour pouvoir leur dire de présenter un Premier ministre. Donc, pour moi, ça doit venir du nouveau Front populaire. Bon, alors Rachel Keke semble formelle. Il faut un Premier ministre du front de la France insoumise. Alors, je vais vous faire la même réponse que m'avait donnée un de mes patrons auquel je dois beaucoup. Quand il disait à chaque fois que tu fais un raisonnement juridique, est-ce que je peux voir le texte? Parce que tu sors ce que tu veux, mais je veux bien voir le texte qui expose la règle de droit dont tu te prévaux. Et donc, il m'a beaucoup appris parce qu'à chaque fois, il fallait mettre le texte. Et même aujourd'hui, lorsque le texte est évident, je mets le texte. Là, elle sort un raisonnement qui est très intéressant, mais où est le texte? Pourquoi pas, hein, mais où est le texte? Ou même où sont les précédents qui auraient été jugés en ce sens-là? Aucun. C'est-à-dire que c'est très intéressant, mais c'est du niveau source « trust me, bro ». Ça repose sur absolument rien. À quelle exigence doit répondre la nomination du Premier ministre? Alors, il y a une seule exigence implicite, qui est... Implicite, mais vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. C'est de ne pas nommer Premier ministre un bonhomme qui va immédiatement être censuré par l'Assemblée. C'est-à-dire que ce n'est pas écrit dans la Constitution, il n'y a aucune obligation sur la nomination du Premier ministre. Par contre, de bon sens, et ça n'a d'ailleurs jamais été contesté, y compris par Emmanuel Macron, ça n'a jamais été contesté par qui que ce soit, c'est de se dire,
imaginons que le président nomme quelqu'un Premier ministre et que 2 jours plus tard, le bonhomme soit censuré. On est d'accord que ça fait ridicule. Enfin, je pense qu'on est d'accord que ça fait ridicule. Donc, la règle... encore faut-il trouver cette personnalité suffisamment consensuelle. Ah ben, personne n'a jamais dit que c'était facile. Hein. Mais la règle est, le président doit nommer quelqu'un, c'était le cas sous la 3e ou la 4e République, qui était moins présidentielle que la nôtre. La règle est, le président, et c'est le cas dans notamment dans les monarchies parlementaires, où le souverain a une sorte de figure de proue qui n'a pas véritablement de pouvoir, la règle est, il doit nommer quelqu'un qui ne va pas être immédiatement censuré par la Chambre, puisque dans tous les régimes parlementaires, chaque fois qu'il y a un Parlement qui ressemble à quelque chose, le Parlement peut censurer le gouvernement, ce qui est d'ailleurs normal. Donc, ce que doit faire le président de la République, mais que ce que doit faire la reine d'Angleterre, le président allemand, le roi d'Espagne, rien de très original de ce point de vue-là, c'est de nommer quelqu'un et de se dire après, nommer quelqu'un qui ne va pas juste après être censuré par la Chambre, parce que, évidemment, ce serait ridicule. Imaginez, il nomme quelqu'un le lundi, le mercredi, il est censuré par la Chambre, il nomme quelqu'un le jeudi, le samedi, il est censuré par la Chambre. On ne va pas continuer le cirque comme ça pendant des semaines. Donc, ce qu'il doit faire, c'est nommer quelqu'un qui ne sera pas censuré. Par contre, l'idée que le groupe ou l'alliance arrivée en tête, mais qui n'a pas la majorité absolue, c'est-à-dire qui n'a pas suffisamment de députés pour empêcher la censure, devrait absolument avoir le poste de Premier ministre, ça repose sur à peu près rien. Et d'ailleurs, il y a même des précédents en sens inverse. 4e et 3e République, très souvent, le président ne nommait pas président du Conseil, c'est l'équivalent de Premier ministre, ne nommait pas président du Conseil quelqu'un qui appartenait au groupe majoritaire. Très souvent, il y avait un groupe majoritaire, ça pouvait être de droite, mais il y a eu parfois le cas avec un groupe majoritaire important très à gauche, c'est le cas notamment avec le Parti communiste après les élections de 1946. En 1946, on n'a pas nommé en 1947 un président du Conseil issu du Parti communiste, alors qu'il avait eu un très gros score. En 1951, le premier parti en nombre de voix était le RPF, face à un front républicain. Il avait le plus grand nombre de députés en tant que groupe. Et ensuite, il y avait des groupes parlementaires séparés, y compris qui étaient, pour certains, liés entre eux, mais le RPF n'a pas eu la présidence du Conseil. Le président général de Gaulle n'est pas devenu président du Conseil en 1951. En 1978, par exemple, premier groupe parlementaire, 2 premiers groupes parlementaires étaient le Parti socialiste et le RPR. Le premier président a nommé Premier ministre, quelqu'un qui était un groupe plus petit, qui était ce qui allait devenir l'UDF. En 1976, il a nommé quelqu'un qui était lié aux Républicains indépendants, qui était son parti du président, mais ce n'était pas du tout le parti majoritaire à l'Assemblée. Et c'était le 3e ou 4e groupe qui a obtenu le poste de Premier ministre. Il n'y a absolument aucune obligation de nommer quelqu'un qui soit pas issu qui soit issu du principal groupe. Sinon, on nous dit, attendez, Raymond Barre n'a pas été Premier ministre. Si, Raymond Barre, visiblement, a été Premier ministre. Donc, concrètement, tout est permis, sauf la censure du Premier ministre. Oui. Ce qui, d'ailleurs, est compréhensible. Parce que vous pouvez tout à fait avoir un groupe qui est très important. Vous pouvez avoir 40% des députés. Mais être dans une situation telle que si le Premier ministre vient de chez vous, il sera battu. Tandis que si vous vous alliez avec un groupe qui a par exemple 15% des députés, donc à vous deux, vous faites 55% des députés, là, ce candidat sera accepté. Comment voyez-vous la suite, alors, sans faire de grandes prévisions et de politique fiction, même si c'est un peu ça, comment, pour vous, il sera issu d'où le Premier ministre ? Alors, de quel groupe, de quelle tendance faudrait-il qu'il soit issu ? Alors, je vais vous répondre, mais avant tout, je vais vous dire, peu importe où on choisit la plante verte, ça ne changera rien. C'est-à-dire que ce soit quelqu'un, des écologistes, des socialistes, d'Ensemble ou des LR, qu'est-ce que ça va changer ? Non, du point de vue concret, je ne parle pas des déclarations à la télévision. Il y a une différence de style entre Sandrine Rousseau et Xavier Bertrand. Mais fondamentalement, ça va être pour faire à peu près la même politique. Et d'ailleurs, c'est à peu près la même politique depuis plus de 20 ans. Donc, une plante verte ou une autre, peu importe. De toute façon, le Premier ministre n'a plus beaucoup de pouvoir aujourd'hui, puisque les décisions importantes sont prises par les juridictions
pour l'essentiel. Et ensuite, il y a un tel poids de l'administration qui fait ce qu'elle veut que de toute façon, vous nommez à peu près qui vous voulez. Tant que vous n'avez pas comme politique de vouloir vous faire obéir des hauts fonctionnaires, ça ne change pas grand-chose. Ils continuent à gérer dans leur coin en considérant qu'ils sont bien plus intelligents que vous, étant donné qu'ils ont mis le pays en faillite, puis qu'ils ont fait l'ENA. Donc, bon, vous n'avez pas fait l'ENA, vous, bon, alors fermez-la. Donc, de toute façon, ces gens-là n'auront pas beaucoup d'influence. Ça ne va rien changer de vraiment concret. Après, ma théorie personnelle est que le plus vraisemblable serait quelqu'un qui soit est au PS actuellement, soit vient du PS à la Gabriel Attal ou Elisabeth Borne ou Olivier Faure qui est encore actuellement. Parce que le Parti socialiste a l'avantage d'être un parti extrêmement malléable qui peut dire... vraiment, c'est un parti je pense que c'est le parti qui, dans la politique française, est le plus à l'aise avec dire une chose et son contraire. Il y a d'autres partis qui font de leur mieux, comme les LR ou la France Insoumise qui fait élire Elisabeth Borne, mais ils n'ont pas encore ce degré de plasticité exceptionnelle qui permet, par exemple pour Aurélien Rousseau, qui a été élu là, député du Nouveau Front Populaire sous étiquette socialiste, contre la réforme des retraites, après avoir rédigé la réforme des retraites comme bras droit d'Elisabeth Borne. Vous voyez, cette forme de plasticité exceptionnelle, on la trouve particulièrement au PS et dans les anciens du PS. Donc je pense que c'est là... un bel euphémisme, plasticité, pour ne pas dire reniement, absence de conviction. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça. Enfin, c'est ce qu'ils sont. Enfin, ce sont des gens extrêmement plastiques. Ils peuvent vous dire on va s'allier avec le NPA, les nervis d'extrême gauche, et puis on va aussi, en responsabilité, en République et en 2024, voter avec des LR. Et vous voyez, ce sont des gens qui sont très, très plastiques. Et donc, pour faire tenir une coalition avec quelqu'un qui n'engage pas trop, c'est pratique. C'est très pratique. Il y a des gens dont on peut encore croire qu'ils ont un peu des idées puis qui vont être un peu gênés. Le PS est à la fois au centre de gravité de cette grande alliance qui va du Hamas jusqu'à Laurent Wauquiez, du NPA jusqu'à Laurent Wauquiez. Donc ils sont plutôt au centre de gravité et ils sont vraiment très plastiques et assez capables de présenter différents visages pour plaire à leurs interlocuteurs. Ce qui est bien avec vous, Philippe Prigent, c'est si on croyait encore un peu en la politique, vous avez un peu douché nos espoirs. Juste avant de se quitter, je voudrais simplement vous faire voir quelques images. C'est le petit bonus de cette émission. On va sortir un petit peu de la politique. Vous savez que les Jeux Olympiques arrivent et il y a des renforts pour la police nationale qui va être mise à l'épreuve. C'est la police du Qatar. On regarde tout de suite quelques images de Paris. Voilà, on l'a vu, visiblement ce sont des splendides 4x4 qataris qui ne doivent, à mon avis, rouler en thermique, soit dit en passant pour la précision. Alors une note Twitter, vous l'avez peut-être vu, chers téléspectateurs, expliquait que c'était une pratique courante, qui était que de convoquer la police nationale d'un autre pays pour venir en renfort lors d'un événement international comme les Jeux Olympiques. C'est aussi votre point de vue, Philippe Prigent ? C'est-à-dire que je ne me souviens pas qu'il y ait eu des renforts de police étrangers au Qatar, justement, pour la Coupe du Monde, ou en Russie, pour la Coupe du Monde ou pour les Jeux Olympiques d'hiver, ou en Chine, pour les Jeux Olympiques d'hiver et d'été, ou au Japon, pour, là encore, les Jeux Olympiques, ou au Royaume-Uni, il y a 12 ans, ou en France pour les JO d'Albertville d'hiver, qui datent d'il y a 32 ans, je crois. Donc, non, pas particulièrement. En revanche, c'est pas particulièrement une habitude. En revanche, pour des États comme la France, qui sont déficients et mal organisés en matière de sécurité, il est normal de faire appel à des professionnels. C'est-à-dire que nous, par exemple, nous avons besoin d'un pass JO avec un QR code et une interdiction d'accès à une partie de Paris, ce qui n'a jamais été fait par personne, ni par les Russes, ni par les Chinois, ni par les Japonais, ni par les Britanniques il y a 12 ans. Tous ces gens-là arrivent à tenir leur capitale et à assurer la sécurité sans avoir des besoins de mesures coercitives qui, par certains aspects, sont encore plus brutales que le confinement
que ce que nous mettons en place en France. Mais étant donné que nous sommes un État déficient et incapable d'arriver au niveau d'efficacité des Britanniques, des Japonais, des Américains, des Chinois, des Russes, il me semble, ou des Allemands par exemple en ce moment avec l'euro, il me paraît normal que nous fassions appel à des professionnels étrangers. Alors pour la fierté nationale, c'est un peu pénible, mais visiblement par exemple les Qataris ont été capables d'organiser une Coupe du Monde alors qu'on peut penser que dans leur population au départ et de façon plus générale dans leur région, il y a potentiellement plus d'islamistes qu'en France. Enfin, en tout cas, j'espère qu'en proportion, il y en a plus chez eux que chez nous. Plutôt moins chez nous que chez eux. Néanmoins, visiblement, ils ont accès à des compétences et une capacité d'organisation beaucoup supérieure à la nôtre. Je rappelle que Gérald Darmanin n'est pas capable de gérer des supporters anglais déjà. Donc visiblement, il est normal de faire appel à des professionnels. Les fameux supporters anglais, oui. Exactement. Visiblement, nous ne sommes, ça fait mal à l'orgueil national, mais nous sommes incapables d'arriver au niveau d'efficacité du Qatar, du Japon, de la Russie, du Royaume-Uni. Donc malheureusement, oui, nous en sommes réduits à faire appel à des vrais professionnels. Et alors, quand un Français va être arrêté par un policier qatari, ça pose pas de problème ? Visiblement, il y aura sans doute une habilitation légale qui va être faite à un moment ou à un autre. Vu le niveau d'amateurisme de notre gouvernement, je ne serais pas étonné que l'habilitation n'ait même pas été adoptée de façon régulière. Enfin, vous voyez, c'est à peu près les mêmes bonshommes qui font un putsch contre le président Ciotti qui maintenant font les habilitations. Donc il y aura probablement, peut-être un capharnaüm juridique à un moment ou à un autre, avec potentiellement des nullités en cascade. Mais bon, au point où on en est, visiblement, les Qataris ont une compétence de maintien de l'ordre qu'en France, Gérald Darmanin n'a pas. Donc, quand on n'a pas le niveau, il faut faire appel à un ami. Merci beaucoup Philippe Prigent pour cette émission et vos lumières sur toute cette situation. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de relayer cette vidéo et puis bien sûr de l'agrémenter de ce fameux petit pouce en l'air qui change tout pour le référencement. N'oubliez pas non plus de vérifier que vous êtes abonné à notre chaîne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, portez-vous bien. À bientôt.